Je suis très heureux aujourd'hui de recevoir, et ce n'est pas la première fois, le président Jean Bastier, qui est le président de la Société de géographie. Et je rappelle qu'avec Jean Bastier, nous allons avoir 5 émissions sur les grands explorateurs français. Aujourd'hui, la première émission portera sur Jean de Verrazzane. Alors, juste un mot quand même pour rappeler ce que a fait Jean Bastier, qui est un géographe fort connu en France, agrégé de géographie, docteur ès lettres, professeur émérite de la Sorbonne et président depuis 1995 de la Société de géographie, et qui est une société très dynamique, je dois dire, avec, je crois que vous me le disiez tout à l'heure lorsque nous étions ensemble, 225 nouveaux adhérents cette année depuis janvier 2008, ce qui est tout à fait considérable. Et alors, Jean Bastier, en plus de son dynamisme, si vous voulez, est un homme qui a publié quelques ouvrages tout à fait importants. Je pense en 1964, Paris en l'an 2000. Je pense aussi à la croissance de la banlieue parisienne, toujours en 1964. Et plus récemment, La Ville, publié chez l'éditeur Masson en 1988, et 2 livres aussi assez récents, enfin un très récent, l'autre moins, Géographie du Grand Paris 1984, un ouvrage très important, et son fameux Histoire de Paris de 1945 à l'an 2000, publié en 2001. Voilà, cher Jean Bastier, aujourd'hui nous allons quitter le XXe siècle pour remonter dans les âges, et nous inaugurons cette très importante série sur les explorateurs français, et vous allez présenter bien entendu Jean de Verrazzane, le découvreur de New York, que l'on appelait, cher Jean Bastier, je crois qu'il a appelé Angoulême. Pourquoi avait-il appelé New York, en fait, ce que nous connaissons aujourd'hui comme étant New York, Angoulême? Alors c'est très simple, Verrazzane c'est le règne de François Ier. Alors que Cavelier de la Salle, c'est le règne de Louis XIV. Donc déjà, il y a une grande différence d'époque, plus d'un siècle, 1 siècle et demi entre les deux. Ah oui, ce qui est considérable. Entre les deux. Alors, Verrazzane, donc, époque de François Ier, tous les Français savent que 1515, c'est Marignan, bien entendu. On apprenait ça autrefois, Marignan. Donc, Verrazzane a vécu de 1481, vous voyez, est né presque peu de temps avant de la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb, oui, ce qui est 1492, oui, tout je à me fait. souviens bien. Oui, tout à fait. Et il est mort en 1528. Bon, il est mort à l'époque 19 et 28, ça faisait 38 à 47 ans, ce qui était déjà un âge raisonnable pour mourir à l'époque. Oui, et depuis... Il est mort assassiné. Il est mort assassiné, oui. Comme d'ailleurs Cavelier de la Salle, dont nous parlerons tout à l'heure. Tout à fait. Verrazzane est peu connu des Français, est peu connu. Et pourquoi? Eh bien, parce que d'abord, il n'était pas français d'origine, mais il était français de cœur, et il était français officiellement, puisque ses découvertes, il les a faites au nom du roi François Ier, qui lui a fourni les moyens, c'est-à-dire les bateaux, pour traverser l'Atlantique. Donc, peu connu. Il est mort d'une manière un peu obscure. Ça ne s'est pas su en France, certainement, à l'époque. Il a disparu, et les Français ont peu écrit sur lui. Ah oui? Sauf, il y a 20 ans, l'un de nos collègues, monsieur Jacques Habert, qui était professeur d'histoire-géographie au lycée français de New York. Le sénateur Jacques Habert. Qui est devenu ensuite sénateur des Français de l'étranger, qui est sénateur honoraire, et qui a soutenu une thèse en 1964, je crois, à peu près, à l'université Columbia de New York. Ah oui. Une thèse qui a été ensuite avalisée par la Sorbonne. Et l'ouvrage qui nous apprend tout sur Verrazzane, qui a paru chez Perrin, voilà, que j'ai dans les mains. Donc je cite l'ouvrage, Jacques Habert, Verrazzane, quand New York s'appelait Angoulême, préface d'Alain Decaux chez Perrin en 1993. Voilà. Alors là, nous avons toutes les informations que nous pouvons souhaiter. Il est relativement récent, on n'a pas fait mieux depuis. Très bien. C'est la Bible, si vous voulez. Et Jacques Habert est un monsieur qui connaît très bien les États-Unis. Qui a vécu longtemps aux États-Unis et qui a fait cette thèse. Pourquoi? Eh bien, parce qu'il s'est aperçu que Verrazzane était aussi inconnu aux États-Unis qu'en France. Bon, tous les Américains étaient persuadés, jusqu'à la soutenance de cette thèse, que New York avait été découvert et baptisé par Hudson.
Ah oui, oui, tout à fait. Hollandais, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai. Mais Hudson est passé à New York beaucoup plus tard que Verrazzano, hein, un siècle plus tard. Hein. Verrazzano, donc pour on rappelle à nos auditeurs, c'était 1524. c'est C'est ça. le 17 avril 1524 que Verrazzano a vu pour la première fois le site de New York. Formidable. C'est-à-dire l'extrémité de Manhattan, la baie, là, vous savez, au centre de laquelle se trouve la Statue de la Liberté, hein, l'embouchure le York, de l'autre côté la rivière de Brooklyn, enfin le bras, parce qu'il y a un bras de l'Hudson qui passe au nord de Manhattan. Manhattan, c'est pratiquement une île. Oui, C'est une île, c'est pas une quasiment. presqu'île, Non, c'est pas une île. c'est une île. J'ai fait le tour de Manhattan entièrement en bateau. Ça se fait. Hein. C'est d'ailleurs un trajet touristique que je conseille vivement de faire. Hein. Ça dure 3 heures au moins. C'est vrai qu'on n'y pense pas. Et prenez le bateau. Ça permet de prendre la dimension de New York. Voilà, et vous prenez aussi la dimension de Manhattan, de cette presqu'île qui en réalité est une île. Parce qu'il y a un bras qui relie les deux côtés, l'Hudson et la rivière qui contourne Brooklyn, hein, qui relie. Donc on peut faire ça en bateau. Il est bon que vous rappeliez cela, Président. Bon, alors... Mais à l'époque, je crois que cette liaison n'existait pas. Alors, Manhattan était plus presqu'île qu'une île, Elle est devenue une île par la suite. Bon, vous voyez, parce qu'on a agrandi. Il y a une question que je voudrais vous poser. Est-ce que les bateaux, entre le 15e et le 16e siècle, l'art de la batellerie, si j'ose dire, a beaucoup évolué, c'est-à-dire de Jean de Verrazzano à Cavalier de la Salle. Est-ce que les bateaux étaient plus sûrs un siècle plus tard ou pas vraiment? La grande innovation, c'est juste à la fin du Moyen-Âge, l'apparition de la caravelle. Ah oui. La caravelle qui a permis à Christophe Colomb, bien que les Vikings n'avaient pas besoin de caravelle pour traverser l'Atlantique au nord. Donc après Verrazzano, Cavalier de la Salle n'avait pas une navigation plus sûre. Non. Il faut savoir que ces bateaux étaient très petits. Vous savez, la Dauphine, le bateau de Verrazzano, comme la caravelle de Christophe Colomb, c'était des bateaux qui faisaient 30 et quelques mètres de long, dans la plus grande largeur, 10 mètres. Ah oui, ce que ça représente. Petit, vous voyez, au milieu de l'Atlantique, bien qu'évidemment, aujourd'hui, avec les croisières, celle qui est en cours, là, qui s'appelle la croisière, dont le parle la presse. Ah oui, les trimarans, tout ça, sont beaucoup plus petits. Il y a moins d'espace. Oui, mais enfin, là, vous savez, alors... c'était des mais sur les trimarans, vous avez à peine quelques personnes, alors que sur les caravelles... il n'y en avait pas beaucoup, parce qu'on comptait à peu près qu'un bateau de 100 tonneaux pouvait abriter un équipage de 50 personnes. On comptait 2 tonneaux pour un marin. Oui, d'accord. Donc c'était pas de très gros équipages. Ces bateaux, comme la caravelle et autres, normalement, ils étaient faits pour avoir 50, 60 hommes d'équipage. Au total, ce que l'on 30 mètres sur 10, ça fait pas beaucoup. Hein. Non, c'est pas beaucoup. Bon. Ce qu'on ne dit pas beaucoup, c'est que lors de ces navigations, énormément de marins perdaient la vie. Ah, mais évidemment. D'abord, le fait de la maladie, des accidents, le scorbut, puis ceux qui tombaient à l'eau, ceux qui étaient tués sur le rivage par les indigènes, etc. On partait à 50, on revenait à 20. Alors, pour revenir à Verrazzano, cher Jean Bastier, qu'est-ce que le fait que Verrazzano ait découvert New York, c'est-à-dire Angoulême à l'époque, qu'il a nommé Angoulême, qu'est-ce que ça a apporté véritablement à l'Europe et notamment à la France? Qu'est-ce qu'il y a eu de vraiment, qu'est-ce que ce voyage a permis de Eh bien, c'était quand même savoir. Peu de temps après la découverte par Christophe Colomb. C'est vrai. 1492, et là nous sommes en 1524. Vous voyez que ça fait 32 ans, c'est pas énorme, 32 ans, pas énorme. Surtout à cette époque-là. Mais on a eu conscience qu'on avait découvert un nouveau continent. Mais on ne savait pas jusqu'où il allait, vers l'ouest plutôt. Il allait vers l'ouest. Vous savez, Christophe Colomb a cru qu'il avait découvert les Indes. En réalité, c'était pas les Indes, c'était l'Amérique. Bon, ou la Chine, ou même la Chine. C'est la Chine, c'est ça. Bon, enfin, les Indes ou la Chine. Bon, en réalité, non. Le tour de la Terre était beaucoup plus grand qu'on ne le pensait, en kilomètres. Ah oui, tout à fait. Voyez, bon, mais alors, pour en revenir à Verrazzano. Oui. Il faisait partie de ces navigateurs de toute nationalité, mais beaucoup italiens. Au fond, il faut le comparer avec Christophe Colomb. Christophe Colomb était génois, Verrazzano était florentin d'origine. Oui, tout à fait. Bon, mais comme Amerigo Vespucci, le découvreur de l'Amérique, était florentin, vous le savez.
comme Verrazzano. Oui, oui. Alors que Christophe Colomb, c'était génois. Il était génois. Il était génois, tout Bon, à fait. mais ils appartenaient dans ces petits pays italiens qui, à mon avis, n'avaient pas les moyens de financer, d'organiser une flotte suffisamment importante de 3 ou 4 bateaux. Pourtant, c'était pas beaucoup, 3 ou 4 bateaux sur tout cette taille, mais il fallait quand même. À l'époque, seuls des pays comme la France, l'Espagne, les rois d'Espagne qui ont financé les voyages de Christophe Colomb au départ, l'Angleterre étaient capables, à ce moment-là, après les Portugais et les Espagnols, car les premiers découvreurs, le reste du monde a été découvert par les Européens, principalement. Bien sûr. Au début, ce furent les Portugais, les Espagnols, les Hollandais, sans parler des Vikings, qui eux, des Norvégiens, qui ont été capables de traverser l'Atlantique Nord. Avec la dérive des icebergs, il faut voir ce que représentait la traversée de l'Atlantique Nord sur des bateaux qui n'étaient même pas aussi importants que les caravelles. Oui, c'est impressionnant. Les Vikings ont fait ça. Oui, c'est impressionnant. Alors, mais tous étaient européens. C'est l'Europe qui a... Hors d'Europe, si vous voulez, par exemple, les Chinois, qui ont une vieille civilisation, ont surtout découvert les pays limitrophes. Mais ils ne sont pas sortis des pays limitrophes. Vous voyez, le Moyen-Orient, qui est pourtant la région fondatrice où ont été fondées toutes les religions du monde, les principales, celles qui ont le plus essaimé dans le monde entier, n'ont pas donné naissance à des peuples. Je retrouve le professeur Jean Bastier pour revenir à Verrazzano, maintenant que nous avons donné quelques éléments introductifs sur cette conquête et sur ce monde en devenir et en exploration. Alors, ce Jean de Verrazzano, comment pouvons-nous le situer? Alors, il était florentin comme Amerigo Vespucci. Bien sûr. Mais il descendait d'une famille florentine qui était déjà fixée depuis assez longtemps à Lyon. Ah oui. Oui, donc, moitié français, moitié italien. Oui, c'est pour ça qu'il était autant tourné vers la France que vers l'Italie, parce qu'il descendait d'une famille de commerçants riches, sans doute, aisés, qui étaient moitié italien, moitié lyonnais. Bon. D'ailleurs, déjà sous ce nom-là, ou sous des noms d'origine italienne aussi, mais pas exactement le sien. Il y a tout un groupe de familles florentines qui ont habité Lyon et qui vivaient du commerce entre l'Italie et la France très tôt. Pourquoi alors s'est-il tourné vers l'Amérique, ce Jean de Verrazzano? Alors, ensuite, il a eu membres de sa famille qui ont vécu dans les ports normands. Oui. Rouen surtout. Ah oui, très important. Parce que ce sont les ports, avec Saint-Malo aussi, qui ont fourni les plus nombreux navigateurs qui ont traversé l'Atlantique Nord. Bien sûr. À destination de ce qui deviendra le Canada. Mais alors pourquoi Jean de Verrazzano était intéressé par ces explorations? Parce que François Ier, qui avait quand même une politique extérieure et maritime, a fourni les moyens pour affréter des navires pour un certain nombre de gens comme Verrazzano qui sont allés vers l'ouest, vers les États-Unis. Déjà, la découverte de Christophe Colomb était connue quand même en Europe. Bien sûr. Était reconnue en Europe. Et par conséquent, il y a eu des imitateurs, des gens qui incités par cette. Et puis tout le monde voulait être. Voilà. Donc Jean de Verrazzano a bénéficié de l'aide de François Ier pour affréter 2 ou 3 navires, notamment la Dauphine, qui était le navire sur lequel il était. D'ailleurs, il n'avait pas exactement le titre de capitaine, il avait le titre de pilote. Le pilote, c'était celui qui le plus important, presque que le capitaine, parce que c'est lui qui décidait du trajet, qui décidait de ce qu'il fallait faire pour suivre. Il fallait être assez cultivé pour être pilote. Bon, vous voyez. Et il avait des connaissances scientifiques quand même, qu'il avait acquises par la pratique, sans doute. Il avait déjà navigué, peut-être en Méditerranée. Vous voyez. Bon, donc il s'embarque la première fois vers l'Amérique. Il avait quel âge à peu près? C'était en 1521, je crois. Il avait déjà 30. Quand même la trentaine. La trentaine. Donc déjà, c'était un monsieur. Non, déjà. Attendez, 40 ans. À 40 ans. Il avait déjà 40 ans. Déjà 40 ans. Oui, il avait déjà. Il avait c'est une quand même expérience. Une période. Bon. Alors,
Il traverse l'Atlantique et le 17 avril 1524, il est en vue de Manhattan, dans la baie de 17 avril 1524. 1524. C'est-à-dire 9 ans après le 15 Marignan dont nous avons parlé tout à l'heure, 1515. Nous sommes encore sous François Ier. François Ier, vous le savez, appartient à une branche des Valois que l'on appelait la branche d'Angoulême. Ah oui. Bon, d'ailleurs, une de ses sœurs s'appelait Marie d'Angoulême, je crois. Bon, c'était le nom que portait la famille de François Ier avant que celui-ci ne monte sur le trône de France. Bon, donc, par reconnaissance envers François Ier, il appelle ce site de New York, qu'il découvre, lui, pour la première fois, en tant qu'Européen, il l'appelle Angoulême. Voilà. Et donc en fait... D'où le titre de la thèse de Jacques Habert, Verrazzane, quand New York s'appelait Angoulême. Alors, c'est assez fabuleux ce que vous dites, Président, c'est que nous réalisons qu'une belle partie de l'Amérique du Nord a vraiment été, sans exagérer, a été vraiment fondée par des Français, disons. Oui, il y a eu Jacques Cartier, tous les découvreurs un peu plus tard, tous les même New York, vous voyez, même New York, c'est quand même intéressant. Alors que tout ceci a été occulté pendant des siècles. Tout le monde a oublié que c'était un Français, enfin un Italien, mais qui avait francisé son nom, parce qu'en réalité son nom italien c'était Giovanni de Verrazzano. Donc on voit bien le côté francisation il a voulu s'appeler lui-même Jean de Verrazzane et pas No. Voyez, il a francisé son nom. Et c'est sous ce nom francisé qu'il est passé à la postérité. Oui, bien sûr. Bon. Donc, il découvre New York, ça en est certain maintenant. Jacques Habert l'a démontré par son livre, par sa thèse, que New York a été découvert. Je rappelle le livre de Jacques Habert, donc qui s'appelle Verrazzane, quand New York s'appelait Angoulême, avec une préface d'Alain Decaux chez Perrin en 1993. Donc un livre tout à fait excellent. Et dites-moi, le Jean de Verrazzane n'est jamais rentré en France finalement? Si, il est rentré, il est reparti. Il est reparti, d'accord. Et puis, il a été assassiné sur les côtes de la Louisiane. Il avait débarqué de son bateau. En quelle année a-t-il été assassiné? Eh bien, en 1528. À 1528. 4 ans après avoir baptisé New York Angoulême. Et là, on sait pourquoi, de comment il est mort ou... Il était descendu sur la côte avec quelques autres, surpris par des indigènes. Ils n'ont pas eu le temps de... Il s'était perdu d'ailleurs sur la côte. Ils n'ont pas eu le temps de regagner le navire qui avait dû s'écarter du rivage en raison d'une menace de tempête, sans doute. Vous voyez, pour ne pas échouer sur le rivage, ils sont restés à terre plus longtemps que prévu. Ils ont été capturés et puis ils ont été brûlés, je crois. Enfin, une mort assez horrible. Et il n'est pas mort seul, d'ailleurs. Bon, d'ailleurs, Cavalier-Lassalle a subi à peu près le même sort. On va en parler tout à l'heure. Dites-moi, alors, dans une espèce de très large conclusion pour ce monsieur Jean de Verrazzane, finalement, qu'est-ce qu'on peut en conserver à la fois de sa mémoire et surtout de ses exploits, de ses découvertes? Qu'est-ce qui vous paraît être très important avec Jean de Verrazzane? Eh bien, qu'il a découvert non seulement le site de New York, mais toute la région, qu'il a appelée d'ailleurs la Nouvelle-France. Il a baptisé la région de New York, qui a perdu ce nom ensuite lorsque elle a été colonisée non plus par les Français, non pas par les Français, mais par les Anglais. Oui, on peut dire d'ailleurs, on peut dire d'une certaine façon que si les Français s'étaient établis à New York, ils n'auraient pas eu ce problème de colonisation qu'ils ont eu en fondant la ville de Québec, parce que les eaux auraient été libres toute l'année. Alors que le problème de Québec, si vous voulez, de la fondation, c'est que le Saint-Laurent était gelé une partie de l'année. Oui. Donc, il faut savoir surtout qu'il y a eu une disproportion énorme entre la colonisation française et la colonisation anglaise en Amérique du Nord. Très tôt, les Anglais ont été 20 fois plus nombreux que nous. Voilà, c'est ça. Il y a au moment, à la fin du XVIIe siècle, il y avait 80 000 Français en Amérique du Nord. Pour 1 600 000 Anglais. Ils étaient 20 fois plus nombreux. C'est énorme. À partir de là, le sort de l'Amérique du Nord était joué. Alors, nous allons... Le rapport de 20 à 1 n'est pas... de 1 à 20 n'est
c'est impossible. Bon. Mais justement, nous allons en reparler avec Cavalier de la Salle dans une autre émission, évidemment. Et je vous remercie. Donc, aujourd'hui, c'était une sorte de très agréable introduction rappelant quelques souvenirs de Jean de Verrazzano, personnage finalement très peu connu et tout à fait intéressant et important, d'origine italienne mais né en France. Et il y a eu un très bon livre écrit par Jacques Habert pour découvrir véritablement qui était ce Verrazzano et qui a écrit ce qu'en New York s'appelait Angoulême avec la préface d'Alain Decaux chez Perrin en 1993. Merci beaucoup. Et professeur, vous vouliez ajouter quelque chose ? Je voudrais dire que ceci a une conséquence quand même très récente. Oui. Lorsque le pont qui traverse l'embouchure Lutzen a été construit et inauguré. Dans les années 60. 64. 1964. Tout à fait près de nous, n'est-ce pas ? Oui, bien sûr. Bon, toute la presse américaine et toute la population américaine ignorait l'existence de Verrazzano et ce qu'il avait fait. Oui. Par conséquent, on allait baptiser ce pont, je ne sais pas comment, le pont de Lutzen ou le pont, Lutzen qui était le découvreur hollandais, c'est ça. Et alors, à partir de la thèse et de l'ouvrage de Habert, il y a eu une campagne de presse qui a retourné l'opinion publique. Aussi bien chez les Français d'origine et surtout que les Italiens, les Franco-Italiens, mais aussi chez les Anglo-Saxons. Oui. La presse au départ était pour un autre nom attribué à ce pont. Donc, la thèse, l'ouvrage et la campagne de presse qui a suivi a retourné l'opinion publique américaine et c'est grâce à Jacques Habert et à ce qu'il a écrit à l'époque que ce pont porte aujourd'hui le nom de pont de Verrazzano. Il faut toujours rendre, cher professeur, il faut toujours rendre à César ce qui est à César. Et donc, l'opinion américaine a été retournée. C'est parfait. Et elle a accepté que le pont porte le nom du premier découvreur. Du premier découvreur franco-italien. Voilà, et pas du second. Superbe. Nous vous remercions infiniment pour ces précisions tout à fait importantes et qui permettent si vous voulez, de remettre en lumière véritablement ce que c'est que New York et que New York, avant de s'appeler New York,